l'attaque du Bénin tout récemment était une sorte de mise en scène. On a fait ça pour permettre aux terroristes de récupérer des matériels, attaquer les AES. Et ce qui est en train de se passer au Burkina Faso et dans les pays de l'AES ne sont pas à détacher de la livraison, et je prends effectivement le risque de le dire, de la grande livraison d'armes qui a été opérée de façon tactique par le Bénin en sacrifiant effectivement. Il n'y a pas de gîte répertorié sur notre territoire aujourd'hui où les gens ont un camp et c'est eux qui sont là. Non, ils n'en ont pas. Et c'est ça aussi qui les frustre parfois et qui justifie la cruauté dont ils font montre avec nos enfants. Mais pourtant, c'est ce dont les voisins nous accusent. Bon, vous savez très bien que c'est une fausse histoire. Et c'est pour ça qu'ils refusent d'avoir une coopération avec le Bénin. La même personne qui parle dans cette vidéo est la même personne qui parlait aux attaques de Bénin. Oui. Moi, vraiment l'accent et la voix sont presque... C'est la même voix, effectivement, dans la zone triple au Bénin. Que le Bénin aura des difficultés à s'approvisionner en armement. J'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas le Bénin. J'ai dit, c'est pas le Bénin seulement. Quand vous évoquez ça, là, on est en situation normale, conventionnelle, pas asymétrique. Aller sur le marché des armes, c'est réglementé parce que les Nations Unies veulent un monde pacifié. Le monde, après avoir connu les guerres, voudrait ne plus en connaître. C'est évident que la réaction burkinabé par rapport à la non-réaction béninoise, pour ce que c'est au point de vue de la dernière fois, est quand même symptomatique. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à date, on sait qui sont ces hordes? Qui sont-ils? Qui se cache derrière? Qui les aide? Qui les finance? Où est-ce qu'ils vont se procurer les armes? Qui les soutient? Sur les réseaux, vous imaginez la thèse complotiste. On pense que des puissances, y compris qui nous soutiennent, sont derrière. Et vous et moi, on ne peut pas répondre à ça. C'est tellement complexe et multiforme. J'ai lu encore chez certains de... Pour moi, l'analyse que j'en déduis, c'est que ces gens-là sont transportés sur les lieux. Parce que si l'armée burkinabé a pu réagir aussi rapidement et en neutralisant des centaines d'assaillants, c'est parce qu'en amont... Il faut noter que chaque fois que nous allons être sur la bonne voie, l'adversité va monter. Donc ce qui est en train de se passer à Djibo, ce qui s'est passé à Sapsi, ce qui s'est passé à Diapaga, ce qui s'est passé à Boursa, sont des choses qui, en amont, visaient effectivement à l'empêcher de partir effectivement participer à cette commémoration. Et en aval, certainement à dire, vous avez opté pour collaborer avec la Russie ne vous sauvera pas parce que nous sommes capables de faire ci et cela. Mais il est important de faire observer effectivement au peuple burkinabé, au peuple de l'AES et aux États africains épris de justice, d'envie de combattre pour la souveraineté, qu'en fait, tant que nous allons monter vers l'apogée de la lutte terroriste, et nous sommes en train d'y arriver, ils vont coaliser avec effectivement des lâches, des collabos pour nous arrêter. Mais c'est l'apogée. Et ça ne va connaître effectivement que la chute. Et ce qui est en train de se passer au Burkina Faso et dans les pays de l'AES ne sont pas à détacher de la livraison, et je prends effectivement le risque de le dire, de la grande livraison d'armes qui a été opérée de façon tactique par le Bénin en sacrifiant effectivement 54 de ses soldats. Parce que tout ce qui est en train de se faire, si vous observez, c'est sur la base effectivement de ce nouvel appui que ces terroristes-là ont eu. Cette inauguration, c'est une bonne chose. Il faut quand même, en tout cas, le faire. Et c'est fait aujourd'hui. Et moi, je me réjouis de ça. Maintenant, au-delà de cette inauguration, il y a une question de fond qui doit être posée, qui est comment l'État burkinabé se finance. Et si on ne règle pas ça, on va inaugurer Mausolée, mais vous allez voir que ces terreaux, ils vont même essayer d'attaquer ça, ce mausolée. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de la résistance. Et j'ai vu que, je crois cette semaine, mais la semaine passée, l'actuel
président de la Syrie, qui est un terroriste, hein, qui est encore sur la liste des terroristes ici aux États-Unis et au niveau de l'Union européenne, a été reçu par le président français. Et il a été félicité. Pourquoi? Parce qu'il a fait le job. On a utilisé le terrorisme pour renverser un régime qui n'était pas pro-occidental. Donc, il faut dire que au niveau de chez nous, en Afrique, on va utiliser les terroristes pour nous déstabiliser. Et comment on finit avec le terrorisme? Pour finir avec le terrorisme, il faut avoir un modèle économique qui consiste à occuper l'ensemble de la population active. Et pour que ça marche, il faut changer du financement de l'État. Ça, c'est ça qui me tient plus à cœur. Et la question qui est posée est de savoir où est-ce qu'on a trouvé l'argent pour construire une mausolée. C'est qu'il y a une volonté politique. Donc, on peut toujours trouver de l'argent pour construire des écoles, pour mettre les populations en activité. Il suffit seulement de le décider. Je rappelle aussi que le capitaine nous avait appris, je crois la semaine passée aussi, que quand ils étaient arrivés au pouvoir, ils ont commencé par mettre de l'or en réserve sur le territoire burkinabé. Pourquoi? Parce que ça a été une volonté. C'est de la même manière dont ils peuvent décider que désormais, et ça j'insiste là-dessus, que l'interdiction de la Banque centrale BCAO de financer directement les États, qu'ils ne se retrouvent plus dedans, qu'ils se retirent, qu'ils souhaitent que la BCAO les finance directement, afin de faire l'économie de ce qu'on appelle le service de la dette, qui est de l'argent qu'on gaspille, qu'on jette par les fenêtres. Et donc, avec ça, on va régler la question du terrorisme. La question du terrorisme reste au centre. J'ai entendu M. Olivier Ama, commandant Olivier Ama, dire tout de suite que l'Est du pays est en difficulté avec des terroristes parce qu'on était venu au Bénin et prendre des matériels et avec ces matériels, on attaque. Moi, je vais même ouvrir une parenthèse. L'attaque du Bénin tout récemment était une sorte de mise en scène. On a fait ça pour permettre aux terroristes de récupérer des matériels, attaquer les AES. C'était ça la vérité pour moi en tant que géopolitique et géostratège. Quand j'analyse ce qu'on a dit qu'on a attaqué le Bénin, non. On a positionné des matériels là-bas pour que les terroristes viennent les prendre. Mais pour qu'on ne découvre pas ça, on a fait cafouillage, on a dit non, il y a eu attaque terroriste et les terroristes sont partis avec ces engins. Non, ce n'est pas vrai. On a mis ces matériaux, hein, ces matériaux de guerre, plutôt ces matériaux de guerre à la disposition des terroristes. Ils sont venus prendre ça pour pouvoir attaquer les pays de l'Inde. Et ça va encore se répéter. Donc, il est urgent que nous aussi, on change du paradigme de financement de l'État. Si on ne change pas, si l'État continue toujours pas à fonctionner sur la fiscalité et les emplois, on sera toujours limité. Et quand on n'a pas l'argent, on ne peut pas faire travailler les gens. On ne peut pas mobiliser le peuple. On ne peut pas éradiquer la pauvreté. La pauvreté est la source. La pauvreté et le chômage sont les deux sources du terrorisme chez nous. C'est pas une fatalité. On peut éradiquer ça par simple volonté. Moi, j'invite les autorités du Burkina à travailler en ce sens. Voilà. Je vois, vous avez des formes athlétiques. Je vous soupçonne de pratiquer un peu de sport. Peut-être jouez-vous au football, ne serait-ce que les dimanches, comme nous autres. Mais vous savez très bien que la forme, on l'a pas plus que vous. Quand il y a un match de foot, parfois, les gens qui font les commentaires, qui trouvent que tel joueur, même si c'est le meilleur joueur du monde, et qui, le jour-là, est dans une méforme passagère, et les gens qui, à vue d'œil déjà, ne ressemblent pas à ceux qui font du sport ou à ceux qui peuvent taper dans un ballon, c'est eux qui vont vous dire, c'est un mauvais joueur, il devait être ici, il devait faire ça. C'est la même chose sur les réseaux. Les experts de tout et spécialistes de rien dont je parle là, c'est eux. Vous avez aussi besoin de ces critiques pour savoir comment il faut réaménager les choses. Qu'il y ait des critiques fondées. Oui, c'est normal. Et j'ai dit tout à l'heure, j'excuse ceux qui sont de bonne foi et qui font des critiques, même lorsqu'elles ne sont pas justes. Ça, on comprend. Mais ceux qui sont payés pour véhiculer qu'on ne fait pas ce qu'on doit faire. L'armée n'est pas équipée. Le gouvernement a du mal à faire ce qu'il doit faire. Donc, il faut savoir distinguer. Parce que sur cette question, on entend aussi que le Bénin aura des difficultés à s'approvisionner en armement j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que ce n'est pas le Bénin. J'ai dit, c'est pas le Bénin seulement. Quand vous évoquez ça, là on est en situation normale, conventionnelle, pas asymétrique. Aller sur le marché des armes, c'est réglementé parce que
les Nations Unies veulent un monde pacifié. Le monde, après avoir connu les guerres, voudrait ne plus en connaître, même si l'actualité nous impose de voir ça. Donc déjà, on ne vend pas les armes n'importe comment. On ne vend pas les armes n'importe comment. On a dit, il y a des armées qui, du fait de l'histoire, se sont structurées, ont des départements qui sont dédiés à aller négocier avec des fabricants et autres. D'autres doivent passer par des intermédiaires, parfois 5, 10, 20, et qu'il faut que ce soit tracé jusqu'à ce que ça aille. Le pays ne se lève pas, va voir le premier fabricant pour dire « moi j'ai besoin de telle arme ». On se demande qu'est-ce qu'ils veulent faire avec. Où est-ce qu'ils vont les utiliser maintenant que la donne mondiale, ce n'est pas seulement en Afrique, il y a le terrorisme partout. Ça se manifeste de plusieurs façons. Et ça, c'est aussi une donne qui va peut-être faire évoluer les pratiques pour que désormais on considère qu'il y a certains qui sont vraiment confrontés à ce phénomène et qui auront besoin d'aménagements spécifiques pour avoir accès plus facilement à certains types d'armes. Parce que les armes aussi, c'est classifié. Sans dévoiler de stratégie militaire, sur la question du renseignement, elle est cruciale cette question pour savoir à qui on a affaire. C'est un ennemi à visage insaisissable. IANI, on les appelle individus non identifiés. Voilà. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, à date, on sait qui sont ces hordes, qui sont-ils, qui se cachent derrière, qui les aide, qui les finance, où est-ce qu'ils vont se procurer les armes, qui les soutient? Sur les réseaux, vous imaginez la thèse complotiste. On pense que des puissances, y compris qui nous soutiennent, sont derrière. Et vous et moi, on ne peut pas répondre à ça. C'est tellement complexe et multiforme. J'ai lu encore chez certains de vos confrères ce matin que chez nos frères du Niger, un responsable a évoqué le fait que 60% du carburant qui est servi ou utilisé par les terroristes proviendrait de Niamey. Et on demande aujourd'hui aux stations-service de s'équiper en caméra de vidéosurveillance pour à l'avenir savoir qui est venu se procurer du carburant et chercher à savoir qu'est-ce que la personne a fait avec. Voilà par exemple un aspect. De chez nous aussi, il y a des gens qui vont chercher du carburant de contrebande au Nigeria et qui ravitaillent les terroristes. Vous avez évoqué le renseignement. Là-dessus, il faut que l'on remercie chaleureusement nos populations qui comprennent l'enjeu et qui participent à la coproduction de la sécurité. Nous avons une belle coopération des populations qui comprennent et qui ont envie de vivre en paix, en sécurité. Le renseignement militaire fait son travail, mais il y a la partition civile que les populations jouent. Et cela n'est pas rien. Maintenant, qui sont ces personnes? Ce que l'on sait aujourd'hui, pour la plupart, ce sont des gens qui viennent de l'autre côté. Bon, ils ont eu le temps, en temps, de recruter quelques-uns de nos enfants du Bénin, parce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas des Béninois qui leur servent de guides, qui les amènent à reconnaître les lieux, les endroits. On n'exclut rien. Par contre, ce qui est heureux, c'est de savoir qu'il n'y a pas de gîte répertorié sur notre territoire aujourd'hui où les gens ont un camp et c'est eux qui sont là. Non, ils n'en ont pas. Et c'est ça aussi qui les frustre parfois et qui justifie la cruauté dont ils font montre avec nos enfants. Mais pourtant, c'est ce dont les voisins nous accusent. Bon, vous savez très bien que c'est une fausse histoire. Et c'est pour ça qu'ils refusent d'avoir une coopération avec le Bénin. On ne va pas revenir là-dessus. Parce que nous, on a fait l'option ici de ne plus parler de ça. Pour ne pas que nos frères des autres pays tirent toujours prétexte de ce qu'on dit et qui est vrai pour justifier leur position. Non, on ne va pas perdre le temps à cela. Vous imaginez, nous on a perdu 54 enfants. Nous qui abriterions des terroristes. Et c'est nous qui les utilisons contre nos propres enfants. Et le bon sens devrait nous guider. Hein. Donc je dis bien, pour des observateurs comme nous, on n'est pas aussi observateurs que ça, hein, parce qu'on est quand même concernés. Nous sommes africains. Et ce n'est pas loin de chez nous. Exactement. Bien. Donc, il est évident que la réaction burkinabé par rapport à la non-réaction béninoise, pour ce qui s'est passé au point de vue de la dernière fois, est quand même symptomatique. Ici, nous avons au moins une réaction où la télévision nationale présente des images. Exactement. Et je peux quand même avoir foi à ces images-là qu'on nous présente, parce que ça peut être documenté demain. Et donc,
ça veut dire que nécessairement, à partir de cette réaction ou de ces réactions, ils ont des prisonniers. Ils disent avoir mis la main sur plusieurs centaines de millions de francs CFA. Et ce sont autant d'éléments dont ils doivent continuer la communication pour prouver au peuple burkinabé, ensuite aux peuples africains et au monde entier qu'il y a des gens derrière. Et à partir du moment où il y a il y a environ 2 dizaines d'Européens, dont semble-t-il beaucoup de Français. Ouais. À partir du moment où il y a de l'argent qui a été découvert, à partir du moment où il y a des armes aussi qui ont été saisies, je pense que le Burkina Faso doit faire une communication là-dessus pour qu'on sache effectivement qui sont derrière ces événements-là. Pour moi, il est très clair que ce n'est pas dans le désert que ces armes, que ces ennemis existent, mais c'est bien dans des bases. Le colonel tout à l'heure interviendra. Il y a des bases au sud du Sahel où partent ces armements-là. Pour moi, c'est très clair. La dimension sociale de la sécurité doit être adressée, tout comme la dimension économique, à travers notamment s'attaquer à cette monnaie que moi je considère comme le bras armé du terrorisme, puisqu'on peut, ailleurs, ça pourrait être imprimé et distribué comme on veut. Aujourd'hui, un jeune chômeur qui s'ennuie dans son village, qui n'a rien, quand on lui donne 15 millions, il peut tuer ses parents là. Adou Mamid Bakay, vous qui êtes militaire, est-ce qu'il n'y a pas un problème de renseignement qui manque clairement pour détecter vraiment la présence des terroristes en amont? Votre micro, s'il vous plaît, et pouvoir les neutraliser avant qu'ils ne puissent opérer. Et quelle analyse vous en faites globalement de la réponse burkinabé? Bon, vous avez tout à fait raison. Il y a un problème de collecte de renseignements dans toute la zone AES. C'est ça qui rend la situation très difficile. Donc, l'attaque de Djibo, pour moi, c'est un tournant. Parce que cette attaque a été opérée et juste après, des drones qui sont rentrés en action et on les voyait dans les images, les terroristes en moto en train d'être suivis. Ça, c'est une dimension que les pays de l'AES n'ont pas apprêté avant. Donc là, il y a un changement radical dans leur façon de mener les opérations maintenant. Et encore, si vous avez constaté comme moi, la première vidéo qui est enregistrée par les terroristes, la même personne qui parle dans cette vidéo est la même personne qui parlait aux attaques de Bénin. Moi, vraiment l'accent et la voix sont presque... C'est la même voix, effectivement, dans la zone triple au Bénin. Exactement. Ça veut dire que c'est le même groupe qui fait entre la navette entre le Burkina et le Bénin. Tout à fait. Mais d'ailleurs, c'est le même groupe puisque ça a été revendiqué au Bénin par le génie. Et là également par le même génie. Voilà, c'est le même groupe. Et au Bénin, ils s'étaient calmement retournés dans leur base. Mais là, à Djibo, la réponse du gouvernement burkinabé a été exemplaire pour moi. Parce que dans cette affaire du terrorisme, on ne peut pas avoir une science exacte. Il y a des jours où tu es surpris, l'armée est surprise, et il y a un deuxième jour où l'armée surprend et les mate aussi. Mais tout est-il que la réponse de l'armée serait toujours disproportionnée à leur attaque. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu à la télé montrer les drones, je crois qu'il y a une dimension très, très nouvelle sur le fonctionnement de l'armée burkinabèse que, je crois, tous les pays voisins infectés par les terroristes, le Bénin, le Niger, le Mali, doivent faire la même chose. Et dans cette attaque du Burkina, les résultats sont palpables, malgré qu'on a perdu des hommes, des militaires, mais la réponse a été à la hauteur. Donc c'est ça qu'ils comprennent, parce que l'État et les terroristes ne se jaugent pas de la même manière. Les terroristes, c'est des hommes sans loi, sans foi ni loi,
et qui sont prêts à mourir et qui sont prêts à se sacrifier. Bon, l'armée aussi est pour la défense de la patrie, est prêt à se sacrifier, mais cette réponse doit faire réfléchir les restes des groupes dans la zone. Et pour moi, il ne faut pas qu'ils donnent un repos à ces gens. Il faut qu'ils continuent à accélérer et à les poursuivre parce que bien qu'ils sont en moto, ils sont plus mobiles, mais moi, comme j'ai toujours dit, dans ce genre d'opération, il y a des matériels appropriés qu'il faut utiliser. Comme des moyens roulants, des véhicules très légers qui sont aussi très faciles à manier comme des motos dans la savane. Donc c'est pour ça, et cette fois-ci quand même, il y a de l'espoir. Puisque les gens opèrent, ils se réfugient au Bénin ou au Togo, viennent, ils frappent au Burkina, ou ils frappent au Bénin, ils se réfugient dans le nord, du côté du Burkina ou du Niger vers les zones de Tillabéri. Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter là-dessus, professeur? Oui, alors, donc, après avoir écouté mes deux autres collègues, et surtout le colonel, pour moi, l'analyse que j'en déduis, c'est que ces gens-là sont transportés sur les lieux. Parce que si l'armée burkinabé a pu réagir aussi rapidement et en neutralisant des centaines d'assaillants, c'est parce qu'en amont, ces gens-là ont été transportés sur les lieux. Et le problème, c'est de savoir d'où viennent-ils. C'est ça le problème de fond. Alors, ça m'amène à dire, bien sûr, il faut le temps pour les forces de l'AES, les 5000, donc à se mettre en jambes, comme on dit. Mais surtout, l'autre question que vous posez, à savoir l'unité d'action éventuelle entre la CEDEAO et les gens de l'AES, moi, je pense que ça ne peut pas être pour demain. Ça ne peut pas être pour demain. Parce que s'il y a une recrudescence dans toute la zone, que ce soit du côté de Pointe-Triple, que ce soit du côté donc, du Niger, enfin du Mali, etc., c'est qu'on ne peut pas et qu'on n'a pas identifié en amont d'où viennent ces gens-là. Il est difficile et on ne peut pas ne pas penser que ces gens-là viennent d'endroits, en tout cas du sud de toutes les façons. C'est peut-être de l'Atlantique, hein, mais en tout cas du sud. Et aujourd'hui, les bases françaises en Afrique, dans cette zone-là aujourd'hui, sont principalement en Côte d'Ivoire.